Y en la provincia de Taí ha nacido la petenera en un pueblo que le dice. Bonjour, nous allons reprendre. Bonjour à Vicente Pradal qui vient de nous rejoindre. Je vais te laisser. Bien, merci Monique de m'avoir mise à cette place de donneuse de voix, dans le sens de donner la parole plutôt, et d'avoir le plaisir de coordonner plutôt que de présider cet après-midi avec des nouvelles interventions autour de ce croisement entre musique, psychanalyse, chant, voix, etc. Donc en tout premier lieu, je vais d'abord présenter l'ensemble des intervenants, peut-être pour vous laisser profiter du déroulé et des échos des interventions entre elles. D'abord, Monique Lauré prendra la parole. Monique Lauré est psychiatre, psychanalyste, membre d'Espace Analytique et de la Fondation européenne de la psychanalyse, et elle s'est donné une mission, ou elle l'a prise, de faire une transmission active de la psychanalyse en Chine qu'elle a évoquée ce matin, ce qui est une grande richesse dans ce croisement aussi de culture et psychanalyse. Puis juste après elle, Vicente Pradal viendra nous parler. Il est, je ne sais pas s'il faut présenter à Toulouse tellement il est connu, peut-être plus pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Il est chanteur et guitariste. Il est aussi compositeur et interprète. C'est un cumul de fonctions qui ne se retrouve pas toujours. Spécialiste du flamenco. Et nous évoquions ce matin Lorca, le nom est revenu très souvent. Saint-Jean-de-la-Croix a été évoqué. Et si j'ai bien compris, vous avez mis en musique des poèmes et des textes d'eux. Puis interviendra Tristan Garcia Fons, avec lequel on avait commencé à entamer un colloque à Séville. Il est bloqué. Bon. D'accord. Voilà, on avait commencé un dialogue à Séville qu'on a continué tout à l'heure à l'occasion de mon intervention sur le flamenco, parce que je pense que je le présenterai mieux quand il sera là tout à l'heure, mais il est psychanalyste et chanteur, praticien, on pourrait dire, du flamenco, donc il s'est frotté à cette double place d'entendre les analysants, mais aussi d'expérimenter ce que c'est que de mettre en jeu son corps et sa voix dans le flamenco, tout en allant chercher du côté du culturel ce qu'il y avait à en dire. Alors nous avons aussi avec nous Marc Lantier qui viendra discuter à l'issue des trois présentations, l'ensemble des trois présentations, et les mettra en lien avec ce qui s'est dit ce matin. Donc Marc Lantier est membre associé de l'école freudienne. Voilà, donc place à Monique Lauré. Oui. Oui, je crois qu'il y aura une pause à l'issue de cette présentation et qu'à 16h30, donc nous nous retrouvons cette fois-ci pour faire taire les paroles et les voix discursives pour laisser place à la musique et à un concert avec Vicente Pradal et Alberto Garcia concert qui sera suivi d'un échange, ce qui est une chance pour nous. Voilà, donc Monique, je vais te laisser la parole sur ce titre, La parole vraie du flamenco. J'avais parlé de la vérité ce matin. Ah oui. Voilà, avec la parole vraie. C'est le titre qui m'est... C'est le titre qui m'est spontanément venu quand j'ai pensé flamenco. Je connais Vicente aussi depuis quelque temps. Voilà. Alors, ce flamenco dont nous avons bien parlé ce matin, il est originaire d'Andalousie et il se transmet dans une transmission orale, c'est-à-dire intersubjective entre deux êtres passionnés d'une forme d'expression et qui se situe pour les plus engagés au-delà de l'art. Elle se situe quelquefois du côté du sublime, lorsque le rythme, l'espace, la voix et l'esprit se confondent. Les premiers cris ont parfois été solitaires. Dès le XVIIIe siècle, chez un peuple andalou et gitan opprimé par la pauvreté et les injustices sociales. Les coplas flamencas de cette époque sont un cri d'indignation et de protestation. Le canté rondo,
Quand nous avions parlé de ce colloque, Vicente, tu m'as dit, moi j'ai envie de travailler sur le canté rondo, dont tu es spécialiste, et tu as fait des traductions de Coplas aussi, qui sont, les livres sont ici en vente. Donc ce canté rondo est un chant primitif, solitaire, d'une profonde intériorité. Il est une parole vraie, exprimant les drames de la vie, les sentiments les plus profonds et les émotions les plus intimes et intenses. C'est, à mon avis, une voie unique de témoignage vivant. Et dans notre époque, je le disais ce matin, une voie de résistance. Ce flamenco est issu d'une fusion d'expressions entre les cultures andalouses et les communautés marginales persécutées. Ses origines sont mystérieuses. Son étymologie signifie flamand, pouvant évoquer, moi ça m'a fait associer avec les chants des Juifs qui ont fui l'Inquisition peut-être à l'époque, c'est une hypothèse. Mais l'hypothèse la plus répandue est celle de la traduction de deux mots arabes, Fela et Mangus, qui associés signifient paysan errant. Ces deux vocables auraient été hispanisés par des gitans errants. Et le cas de Gabriel Macandé, dont tu m'as parlé, tu m'as remis l'ouvrage en espagnol, et comme je lis un peu l'espagnol, d'accord, je te le rendrai, peut l'illustrer. Cet homme d'origine gitane, né Francisco Gabriel Díaz Fernández à Cadiz en 1900 et mort en 1947 en hôpital psychiatrique, a diffusé son chant profond, singulier, le long des routes d'Andalousie, de Puerto Real à Jerez et Algeciras. Il était marchand ambulant de caramel le jour et la nuit ravissait ses auditeurs dans les tavernes, chantant son chant de désespérance ou des poèmes du célèbre Enrique El Mellizo. Étourdi d'alcool et de nuit blanche dans les cabarets, il poursuivait inlassablement sa route le jour. Il sera pourtant créateur d'un style et fera un apport important à la seguirilla, tu nous en parleras peut-être après, un des 4 piliers du chant flamenco, dont la précision et la détermination pourraient évoquer celle du toréador face au taureau. Le rythme est un élément essentiel de la poésie. Une de nos consoeurs, Sylvia Lippi, postule dans son dernier ouvrage, en hypothèse, un possible lien entre langage et musique dans la psychose. Un lien qui pourrait subvertir la conception de l'arbitraire du signe en linguistique et qui annule l'écart entre langage et jouissance d'un point de vue psychanalytique. Gabriel Macandé, ami des poètes et des toreros, comme Belmonte Pastor, était un des meilleurs chanteurs que les gens avaient entendus et sa renommée allait grandissant. De son chant mélancolique sortait une note si étrange, si neuve, si singulière, que l'on se demandait d'où elle pouvait jaillir. Le jaillissement d'un son ou l'improvisation en musique s'appuie sur un prétexte symbolique, comme une grille préexistante, souvent structurée en boucle, et sur lequel un travail de répétition permet de faire jaillir de nouveaux accords. Les improvisateurs nous diront s'ils sont d'accord sur cette proposition. L'improvisateur doit savoir y faire avec l'autre de la grille, et tout son art réside là. Mais sur cette grille ne se joue pas seulement la question du déchiffrage qui pourrait s'enferrer dans l'aliénation, elle contient aussi le vide, le silence de l'autre sur lequel le soliste peut faire ses accords, un silence dont l'accueil permet la séparation. Donc tous les enjeux d'aliénation-séparation se retrouvent aussi dans l'espace de la création musicale, comme dans toute capacité de création et de pensée. Dernier d'une fratrie de 4, Gabriel Macandé, l'abandon du père pour les Amériques très tôt, l'amour dévorant d'une mère possessive et la rivalité hostile et violente avec le frère aîné, Juan, l'avaient poussé à l'exil familial et sur les routes, dans un nomadisme constant, en fait, pour fuir et échapper à sa mère et son frère. Son caractère instable fera qu'il sera surnommé Macandé, Macandé qui signifie fou. Et l'expression favorite de la région était souvent « Estás más loco que Macandé ». Sa vie paraît être une énigme, passant des sommets de la création aux abîmes de la dépression, des insomnies, de l'alcool, des angoisses de nature psychotique, et finalement avec des hallucinations auditives persécutrices.
Il sera interné très jeune, à 35 ans, dans un état physique délabré, avec un trachome, une syphilis, et sera hospitalisé donc le 16 août 1935 pour schizophrénie, mettant fin à sa carrière de chanteur de canterondo. Et moi, j'ai relevé dans cette biographie que sa mère, en fait, était décédée en août, 5 ans avant, 1930, et que c'est la rencontre avec une prostituée, Pekka, qui le fait décompenser psychiquement. L'aube arrive, les clés résonnent, et mon cœur pleure des gouttes de sang, dit Gabriel Sandoval en reprenant un chant populaire local. C'est dans son ouvrage intéressant qui s'appelle Flamenco Attitude. Dans ce chant flamenco, il y a un high, non, je le dis pas avec mauvais accent, un high inaugural de peine et de joie qui annonce le chant. Cet art flamenco se situe au plus près du réel auquel l'homme se confronte, celui du sexuel ou celui de la mort, dans une véritable dimension réelle et spirituelle. Ces chants profonds nous permettent d'approcher cette zone d'entre-deux qu'est le duende. Là, on a commencé à pas mal parler du duende ce matin. Et il serait peut-être à entendre dans ce temps d'entre-deux, peut-être comme Lacan avait dit, ce temps d'entre-deux morts. Ce temps où la grâce de l'esprit et qui permet aussi l'ouverture au spirituel, qui domine les passions et permet de se sentir en communion avec le tout environnant et l'autre vivant. Ce duende amène le spectateur à un espace nouveau, celui des émotions et des pulsions sublimées, ce destin tout à fait particulier de la pulsion lorsqu'elle se détourne de l'objet. Je vais vous citer Garcia Lorca. À travers l'arc vide passe une brise mentale qui souffle avec insistance sur la tête des morts, en quête de nouveaux paysages et d'accents ignorés, une brise à l'odeur de salive d'enfant, d'herbes foulées et de voiles de méduse qui annonce le baptême sans cesse renouvelé des choses qui viennent de naître. Ce duende serait-il, c'est l'hypothèse moi, que je me demande, ce moment si particulier du détournement de la pulsion de l'objet et donc aussi du fantasme qui lui est lié, offrant donc un espace ouvert. La sublimation modifie et déplace le but de la pulsion, qui de sexuel peut alors devenir créateur et utile à la culture et à l'universel. La sublimation des pulsions est un trait particulièrement saillant du développement de la civilisation. C'est elle qui rend possible que toutes les activités psychiques supérieures, scientifiques, artistiques, idéologiques, jouent un rôle tellement important dans la vie civilisée, disait Freud, dans Malaise dans la civilisation. Et ce passage de la pulsion dans ce qu'elle a de plus trivial et d'animal à l'élévation spirituelle, spiritualisation, disait Nietzsche, et à la création d'œuvres d'art, de culture, dans cette fascination qu'elles exercent sur l'homme, a toujours interpellé les écrivains, les artistes, les penseurs et les psychanalystes. La lilote, le non-dit suggéré et l'hyperbole jouent un rôle fondamental dans le discours amoureux où domine la passion. Cet intertexte est partout. Dorer, chanter, danser, c'est avant tout se souvenir, comme écrire et parler. Tous les artistes créent de l'art selon leur inspiration, dit encore Luis Miguel Dominguín, ce torero célèbre dont j'avais travaillé l'an dernier. L'artiste est celui qui se risque au plus près du vide central de la chose, dit Lacan. Ce lieu où se situe aussi la jouissance, mais où s'origine aussi la sublimation. Je vous rappelle que Lacan avait mis plutôt l'accent sur le vide et son effet d'appel. Un vide qui est moins à remplir, mais plutôt à contourner pour le cerner et le voiler. Dans son Moïse de Michel-Ange, Freud se demandait pourquoi il avait été la proie d'une émotion si puissante. Dans toute œuvre d'art, a-t-il pensé, il faut que soit reproduit en nous l'état de passion et d'émotion psychique qui a provoqué chez l'artiste l'élan créateur. Et voilà, je pense que c'est ce qui passe de l'un à l'autre. Je
vous dire quelque chose sur la conceptualisation de sublimation qui a été introduite par Freud en 1905 dans les 3 essais sur la théorie de la sexualité. Et il avait associé d'emblée sublimation et pulsion partielle qui caractérisent les phases prégénitales de la libido. Et il s'agissait pour lui de pulsions prégénitales qui n'arrivent pas à s'intégrer dans l'organisation génitale adulte. Il existe donc une relation étroite entre les composantes perverses de la sexualité et la sublimation qui peut soulever certaines questions. Et la 3e issue, disait Freud, dans le cas d'une prédisposition constitutionnelle anormale, est rendue possible par le procès de la sublimation, en dehors peut-être d'un destin vers la névrose ou la perversion. Et Freud a utilisé ce terme de procès. J'ai cherché l'étymologie du mot sublimation, qui est un mot qui date du XIVe siècle, dont l'étymologie latine, sublimare, signifie élever. C'est un terme de chimie aussi qui consiste à désigner une opération, qui consiste à faire passer directement un corps de l'état solide à l'état gazeux pour le purifier, tout en conservant ses propriétés. Freud fera de la sublimation un mécanisme de défense tardif, post-oedipien, et qui va s'affirmer à l'adolescence dans toute son ampleur. Un bon nombre de jeunes ont écrit dès l'adolescence. Et il est peut-être le dernier mécanisme de défense à se constituer au cours du développement psychosexuel. Freud en fera à ce moment-là une formation réactionnelle, ce qu'il écrira au pasteur Pfister dans sa lettre du 2 mai 1910. Ce que vous appelez compensation est compris chez moi sous le concept de sublimation, ou sous le concept semblable mais plus clair de formation réactionnelle. Voilà. Donc c'est une des grandes questions que pose la sublimation, car une formation réactionnelle nécessite une grande énergie psychique pour maintenir à la fois le refoulement et à la fois le contre-investissement. Et que cette sublimation appartient au mécanisme de défense du moi ouvre la discussion concernant les rapports entre sublimation et refoulement. Voilà. Et d'un point de vue économique, cette sublimation conserve de la pulsion la poussée, l'énergie qui préside à la poussée et la source. C'est le but et l'objet qui subissent le changement. Freud pensait que ne peuvent sublimer aussi que les individus dotés d'une très grande force pulsionnelle innée. Cette pulsion sexuelle met à la disposition du travail culturel des quantités de force extraordinairement grandes, et cela par la suite de cette particularité, c'est-à-dire de pouvoir déplacer son but sans perdre, pour l'essentiel, de son intensité. Donc elle modifie et déplace le but qui du sexuel devient créateur, et au lieu de la décharge, ce que l'on voit dans la décharge des pulsions destructrices aussi, la sublimation, elle va mettre la pulsion au travail. C'est ce terme de travail de la pulsion que j'ai aussi trouvé intéressant. Une pulsion qui se met au travail et en œuvre dans un processus plutôt de liaison, c'est-à-dire plutôt du côté de la pulsion de vie et plutôt du côté de l'éros. Voilà. Donc cette œuvre, même si elle est issue de la projection de fantasmes prégénitaux ou de pulsions partielles inutilisées de l'auteur, elle aura quand même une réalité matérielle et sociale. Voilà. Freud, je vais passer vite, je vais vous épargner un petit peu toute le... Juste, je trouvais intéressant, il disait que le degré d'insatisfaction sexuelle que peut supporter l'homme moyen est limité, disait Freud, et que la plasticité et la mobilité de la libido sont loin d'être complètes et équivalentes chez tous les hommes. Et il reconnaît aussi que ce processus était trop difficile pour la plupart des patients. Mais cette quantité de libido sexuelle susceptible d'être sublimée présente une importance tout à fait particulière dans le processus de civilisation. Mélanie Klein, elle avait fait aussi de la question du symbolisme et de l'expression symbolique des fantasmes la base de toute sublimation. Voilà. Et elle en avait fait aussi, c'est important, un lien essentiel entre les fantasmes primitifs et la relation à la réalité. Anna Segal avait soutenu que l'œuvre d'art satisfaisante est le fruit de la réalisation et de la sublimation de la position dépressive, et que l'artiste soumet la mort à la vie
en exprimant en fait tout à fait le conflit qui les oppose. Et de même, tous les artistes visent à l'immortalité, et que leurs œuvres aient quelque chance d'échapper à la destruction et à l'oubli. Donc, le malaise de notre civilisation, et qui fait grand bruit aujourd'hui, au bord de l'effondrement pour certains, est lié, à mon avis, en grande partie à l'oubli et au déni de la part singulière, langagière, intime, psychique et spirituelle de l'être humain. Et je ferai du flamenco, dans son authenticité et singularité affirmée, une forme de résilience nécessaire du sujet dans un Occident dont les valeurs s'écroulent. Il pourra rester comme trace de paroles humaines vraies dans une civilisation de plus en plus mécanisée, numérisée, où l'être humain est robotisé, avec son espace de sublimation réduit à très peu. La vie humaine n'est pas ce que les institutions prévoient, commercialisent et marchandisent. J'ai travaillé sur les jeunes adolescents récemment, j'ai été assez affolée. J'ai de plus en plus de gamins de 17 ans qui viennent consulter, qui sont complètement aliénés et addicts à ce que l'on appelle jeux vidéo. Mais qui, à mon avis, sont pour une grande part des systèmes pervers au service de l'aliénation de nos jeunes. Et ils vendent déjà en billions de dollars. Et j'ai eu les chiffres et les ventes exponentielles depuis moins de 10 ans, des produits qui leur engluent l'esprit. Léo, un jeune de 17 ans que je suivais, m'a dit « J'ai rêvé que j'étais une machine ». Mais en me parlant ce rêve, il a pris conscience de ce dans quoi il s'engluait et pour lequel il y passait les nuits et n'allait plus à l'école. Et il y passait les nuits de manière compulsive. Ce qui ne l'intéressait pas, c'était pas la vidéo, mais c'était d'appuyer compulsivement sur un bouton en compétition avec un autre. Mais le bouton, c'était des achats, en fait, qui grévait la carte bleue de sa mère. Donc, il me dit, j'en prenais conscience dans le rêve, donc c'est beau ça. Et il se mettait à pleurer. Et pour ce jeune, j'ai pensé qu'un nouveau futur pouvait s'ouvrir dans cette prise de conscience. Ces industries réduisent l'homme à l'état d'objet partiel. Elles les surnomment les eye-balls, les yeux boules, comme les boutons des caisses à sous là pour enclencher les sous. Donc ces industries réduisent déjà l'homme à l'état d'objet partiel, voire d'objet A, s'appuyant sur la pulsion et la capacité rapide d'aliénation de l'homme. Donc je reviens au flamenco. La copla flamenca est une forme littéraire très dense, qui concentre en un minimum de mots, sensations et sentiments universels dans une fulgurante concision, où le duende apparaît comme vérité nue. L'écrit, c'est de la parole, disait Lacan, différenciant la parole pleine, porteuse de vérité, de la parole vide, fausse et porteuse de mensonges. Et seule la parole témoigne dans la réalité, Gérard nous en parlait aussi ce matin, de cette part des puissances du passé qui a été écartée à chaque carrefour où l'événement a choisi. Il ne s'agit pas dans l'anamnèse psychanalytique de réalité, dit Lacan, mais de vérité. Et c'est l'effet d'une parole pleine de réordonner les contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir, telles que les constitue le peu de liberté par où le sujet se les fait présente, dit Lacan, dans Fonction et champ de la parole et du langage. Donc l'absence de parole vraie se manifeste par les stéréotypies d'un discours, où le sujet, peut-on dire, est parlé comme une marionnette plutôt qu'il ne parle. Et on peut y reconnaître les symboles de l'inconscient sous des formes pétrifiées. Or, le psychisme humain a besoin de paroles vraies pour faire confiance en l'autre, avoir foi en l'autre, en l'humain et en la vie. Et il y a ceux qui parlent et qui, sans le savoir et sans le préméditer, révèlent une vérité qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Il y a ceux qui recèlent la vérité en eux, mais qui ne la disent pas avec des mots. Et au sein de tels êtres, l'esprit demeure dans le battement du silence. C'est Khalil Gibran qui le dit dans Le Prophète. Le duende s'élève peut-être dans ce battement du silence de la pulsion suspendue et viendrait faire résonance ou consonance,
qui était aussi un terme de Lacan, c'est-à-dire loin du corps, dans un réel qui fait accord entre corps et langage. Voir, croire, aimer, rêver toute une vie, cesser de mentir, ouvrir ses entrailles, la vérité sans mensonge, dit aussi Gabriel Sandoval. Pour conclure, il y a eu chez Freud, Freud a été passionné dans sa théorisation et sa découverte de l'inconscient. Il a été grand collectionneur aussi d'objets antiques. Et il y a eu aussi chez lui ce formidable élan créateur mobilisé dans ses recherches. Mais quand il quitte la théorie pour parler de sublimation, il s'est limité à 2 domaines. La production artistique avec Léonard de Vinci, le Moïse de Michel-Ange, Goethe, et l'investigation intellectuelle dont la science représente pour lui la forme la plus achevée. C'est la question qu'il faudrait poser à l'heure actuelle où la science sans éthique embarque l'humanité vers une dérive. Voilà. Et pour Freud, religion et philosophie ne seront pour lui que des illusions. Et ses rapports avec la musique ont été plus complexes. Donc décrire de manière métapsychologique la sublimation reste limité pour nous dans le domaine psychanalytique, mais l'ouvrir, comme nous le faisons aujourd'hui, aux productions de l'art et de la musique, la sort aussi d'un simple concept psychanalytique. Et ce qui fait que je me demandais si cette science de la psychanalyse n'entrait pas non plus dans le concept de sublimation. Je terminerai encore avec un mot sur le duende. Je le situerai pour ma part à partir d'un concept qu'avait donné Freud à plusieurs reprises dans sa préface aux 3 essais, c'est-à-dire le terme d'élargissement d'Erweiterung. Claude Raban, dans un travail sur la mélancolie, métamorphose de la mélancolie, avait souligné ce relevé de Freud. Il avait insisté sur le rôle joué par la spatialité et l'expansion dynamique dans la pensée freudienne. Et à mon avis, dans le psychisme de l'être humain. C'est parce que l'étendue est la substance véritable de l'inconscient qu'elle construit par projection le monde où nous vivons, c'est-à-dire la dynamique des formes constituant ce qu'on peut appeler la culture, ou par un terme plus ancien et plus spinozien, l'esprit humain. Faire une analyse permet de réécrire son histoire, de gagner sur les zones sombres de l'inconscient qui nous agissent à notre insu. Elle permet d'élargir sa conscience dans un mouvement d'ouverture et un mouvement dynamique constructiviste, d'élargissement d'unité ou d'espace de plus en plus grand. Et il s'agit pour nous dans l'analyse d'amener l'analysant à une parole vraie et pleine. Et cette parole pleine est celle qui forme la vérité, rappelle Lacan. Et elle permet ce rapport à l'être qui est ce moment de dévoilement, d'aletheia. Et ce dévoilement, cette révélation est le dernier ressort de ce que nous recherchons dans l'analyse. Cela libère alors chez le patient une énergie psychique qui était entravée jusque-là par des digues et peut ouvrir à ce fond primitif décrit par Lou Andreas Salomé et pressenti par les poètes, cette puissante énergie vitale créatrice qui jaillit de l'inconscient et dont les chanteurs de canterondo usent. Au-delà de l'expression culturelle et artistique, le flamenco est aussi forme de vie, on en parlait aussi ce matin, éthique de vie flamenca, réunissant tous ceux qui se définissent de cette forme de vie alternative à celle basée sur les croyances, la soumission au système sociétal ou religieux de chaque époque. Le flamenco, tout comme le jazz, peuvent définir aussi comme figure d'identité. Flamenco et corrida ont ouvert la voie à la libération d'un passé dramatique, une expérience cauchemardesque profondément enracinée dans la mémoire ou l'inconscient de l'acteur et du spectateur, qui peut trouver ainsi une issue cathartique à ces problématiques conflictuelles. Cet individu du temps premier de l'aliénation, ce sujet de la pulsion, comme dit Gérard, entièrement orienté vers l'objet de son désir et centré sur une quête narcissique de sa propre identité, s'épuise dans une quête folle avec l'autre, le second pôle du couple. L'impossible harmonie engendre alors l'échec et le drame, et le dialogue avorté avec l'autre renvoie alors au monologue de la solitude et de l'angoisse. Cette catharsis offre ainsi une thérapie individuelle et collective avec une formule purificatrice.
Cette célébration collective permet la reconnaissance et l'affirmation d'une identité. Cette identité andalouse, née du Guadalquivir, longtemps marginalisée du fait de ses croisements avec ses origines gitanes et d'un sud toujours douteux. Le flamenquisme est une attitude spirituelle, culturelle et sociale qui concerne le peuple andalou dans sa totalité. C'est une manière d'être qui se concrétise, se stylise et se cristallise dans cet art du flamenco et du toreo. Et ils sont la mémoire vive de ce peuple, issu de la rencontre des civilisations chrétiennes, arabes et gitanes, et que les politiques et l'Église ont tenté de réduire, de neutraliser et de contrôler. Car la culture populaire est toujours susceptible de devenir un élément contestataire et subversif. C'est un peu comme si tout le duende du monde classique s'entassait dans cette fête parfaite, disait Federico García Lorca en parlant de la corrida, preuve de la culture et de la grande sensibilité, humanité d'un peuple qui découvre en l'homme ses meilleures colères, ses meilleures biles et ses meilleures larmes. Personne ne s'amuse, dit-il aussi dans sa conférence donnée à Buenos Aires, Jeux et théorie du duende, en 1933 et en 1934. Le duende se charge de faire souffrir par le biais du drame sur les formes vivantes et il prépare des échelles pour que l'on s'évade de la réalité environnante. Voilà. Vicente va nous reprendre García Lorca juste après. Fréquentant, je le cite encore, fréquentant le bord des abîmes en équilibre sur le fil du rasoir, le duende marque une prédilection pour la lisière des plaies et la proximité de la mort. Mon ami, donc Vicente Pradal, marque lui aussi une prédilection pour le duende. Et quand on en a parlé il y a 15 jours, ça m'a redonné de l'énergie. Là, pour ce colloque d'aujourd'hui, je me suis dit peut-être que le duende va venir nous visiter. Voilà, prédilection donc pour le duende et pour la poésie de García Lorca, notamment le lianto, bouleversant écrit de García Lorca au moment de la mort de son ami torero Ignacio Sánchez Mejías, dont Vicente a fait aussi une interprétation magnifique chantée. Bon, merci à toi, Monique, de t'être aventurée dans d'autres chemins que ceux du duende qui vont être évoqués, mais dans les chemins si difficiles de la sublimation. En parler et la vérité, ce sont deux gros mots, sachant que quand la pulsion essaye de ne pas atteindre son objet, qu'est-ce qu'elle risque? La perversion, et que la sublimation au côté du religieux, c'est ce qui permet de rendre supportable la perversion, qui est un véritable ver dans le fruit de la civilisation. Et juste en t'écoutant, juste une association, parce que tu as beaucoup parlé de la vie, je pensais au colloque Dolto qui vient d'avoir lieu, où était Gérard Pommier et certaines des personnes ici présentes, et quand même Françoise Dolto, qui était une croyante, elle a résisté au non-religieux, a quand même fait graver sur sa tombe « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, si on fait le chemin à l'envers, tu viens de terminer par la vie, tu as évoqué la vérité. Place au chemin, maintenant. Super. Bonjour. Je vais essayer de m'approcher du concept de duende. Mais avant cela, je voudrais vous faire partager le fruit de mon expérience avec le flamenco. Toujours se méfier des gens qui disent qu'ils vont faire court. Pour parler du flamenco, il faudrait beaucoup de temps, mais je vais vous donner quelques clés qui pourront peut-être être le socle d'un débat à venir. Quand on parle de flamenco, on évoque le chant et la danse de l'Andalousie. Flamenco n'étant pas l'art de toute l'Espagne, mais bien des 8 provinces andalouses, dont l'épicentre est bien sûr Séville, et les villes clés sont Córdoba, Granada, Cadix, et un peu à la périphérie, évidemment Granada, Almería, Huelva, Jaén et Malaga. Dans ce grand sud de l'Espagne, on a toujours fait de la musique, les arts ont toujours été pratiqués. Le mot flamenco lui-même, qui finit par désigner une musique qui s'est stabilisée, bien qu'elle soit encore bien vivace et capable de se régénérer, il désigne donc cet art andalou qui a à peu près 200 ans. Mais les origines du flamenco sont bien sûr très très largement antérieures. On suppose que dans cette Ibérie, avant même l'arrivée des premiers visiteurs,
il y avait déjà des chants, des arts primitifs. Mais successivement, on note des influences comme celle, par exemple, des Byzantins, l'influence importante hébraïque, les séfarades, bien entendu l'arrivée des Romains, puis l'arrivée déterminante des Arabes qui vont occuper l'Espagne bénéfiquement, puisqu'ils apportent non seulement à l'Andalousie, mais à l'Espagne et à l'Europe un certain nombre de nouveautés. Et on peut dire qu'à cette époque-là, entre le 8e et le 13e, 14e siècle, l'Andalousie arabe est véritablement le centre culturel du monde, ou en tout cas un des centres vraiment importants, où se développe énormément de sciences et d'art de manière extrêmement avancée. Donc, et bien sûr la musique. La dernière composante fondamentale, vous la connaissez, elle a été évoquée, c'est l'arrivée des Gitans, dont les experts s'accordent à dire qu'ils viennent vraisemblablement de l'Inde, et que cette Andalousie est un cul-de-sac finalement. Ils ont essaimé un peu partout, et ils finissent par, pour les plus courageux dans le voyage d'entre eux, par s'y fixer. Donc on peut imaginer que ce brassage de musique et de culture, de langue, d'alphabet, d'instruments, donne lieu à des rencontres incroyables, et que c'est dans ces rencontres-là qu'il faut chercher les origines même, les fondements du flamenco. C'est pourquoi, dans sa forme stabilisée, si on peut dire, d'aujourd'hui, on va trouver des influences, des styles, des palos, des mélismes qui peuvent venir de telle ou telle influence. Les musicologues s'en donnent à cœur joie dans leurs livres, que je ne vous conseille pas de lire d'ailleurs. Préférez-leur le contact direct avec la musique et la rencontre avec les flamencos eux-mêmes, qui en savent souvent beaucoup plus long que les universitaires, qui ont en général, comme dit mon ami Luis Rigou, una patata en cada oreja, une patate dans chaque oreille. Quand même, quand on parle de musique, c'est important d'entendre et de ressentir. Après, évidemment, nous qui sommes aussi des acteurs, mais aussi des observateurs, nous cherchons, et surtout quand on essaie de transmettre, ce qui est mon cas, les mots qui font qu'on peut expliquer les choses pour les faire mieux comprendre. Voilà, donc l'Andalousie est, par exemple, un des apports extérieurs très importants, c'est le luth. Les Arabes amènent en Espagne, par, dit-on, l'intermédiaire d'un grand musicien qui était Ziryab, le luth, qui va devenir l'ancêtre de la guitare, qui quand même, aujourd'hui est un instrument universel, mais qui naît en Espagne et naît en Andalousie. Le premier grand luthier étant certainement Antonio Torres, qui est un luthier de la Cañada, un petit village à côté d'Almeria. Donc la guitare va naître là-bas, et elle deviendra évidemment l'instrument de prédilection du flamenco. Alors, bon, pour le lieu, on a à peu près survolé le truc. Après, la forme. La forme, c'est au centre le cante. Un des trois éléments fondamentaux du flamenco, le chant. C'est lui qui va finalement tout régler, tout régir. Avec, en gros, trois familles. À un premier extrême, le chant festero, les chants festeros, qui servent à exprimer toute la joie, toute l'allégresse du peuple andalou, avec des styles comme la bulería, le tango, la sevillana, la rumba, le tanguillo, toutes les alegrías, les chants de Cadix, etc., généralement majeurs, très allègres. Et l'autre pendant, l'extrême, c'est ce dont tu as parlé, le chant profond, el cante hondo. Hondo, avec un J, étant la déformation andalouse du mot hondo, avec un H castillan qui veut dire profond. Dans ce chant profond, qui est certainement ce que le flamenco a de plus original, on trouve deux grands styles que vous entendrez tout à l'heure. La solea, qui vient de soledad, qui veut dire solitude, et la seguirilla, un chant plus mystérieux, tonal, très gitan. Et les deux véhiculent cette grande peine andalouse dont nous parlait avec un P majuscule le sublime García Lorca. L'un, la solea, avance avec majesté, avec un rythme lent de 12 temps, et c'est comme si cette peine, on arrivait à la maîtriser, à la sublimer, alors que l'autre, la seguirilla, est un cri déchirant, qui surgit des entrailles, comme ça, de la terre, un chant
extrêmement brute. Voilà, deux manières radicalement différentes d'appréhender finalement cette même grande peine. Et il y a d'autres styles comme le polo, la gagna, les chants cantés à palo seco. Tout à l'heure, Alberto Garcia chantera un martinete et ces chants qui sont nés dans les forges des gitans, qui sont des chants accompagnés soit au son d'une enclume, soit purement a cappella. Et donc, entre ces deux grands pôles, entre le cante festero et le cante jondo, il y a une multitude de cantes, de palos, de styles, qui sont ce qu'on appelle le cante grande, grand chant, dans lequel on trouve des styles comme la taranta, par exemple le tiento, qui sont des styles qui évidemment sont sérieux, nous parlent de choses graves, mais en même temps n'atteignent pas à cette profondeur immense qui est celle du chant profond, et qui peuvent parfois même avoir des moments, des étincelles, quelque chose qui pourrait ressembler à un bonheur. Voilà, donc un répertoire très large, une soixantaine de palos, de styles, avec beaucoup de variantes, c'est-à-dire qu'il y a des strates aussi dans la connaissance du flamenco. Par exemple, il y a des styles qui se ressemblent, comme la granaïna à Grenade, la malagueña à Malaga, la taranta à Almeria. C'est une même famille issue de la marche harmonique héritée du fandango. Mais quand vous avez réussi à comprendre comment différencier l'un de l'autre, la cause n'est pas entendue, parce que si vous prenez la malagueña, par exemple, il y en a énormément qui font partie du répertoire traditionnel, mais qui ont été inventés par quelqu'un. La malagueña de Chacón, la malagueña de la Trinidad, le Canario, etc. Donc, si vous voulez, souvent quand les gens vous disent « Ah, vous faites du flamenco », ils ont l'impression que c'est quelque chose de très simple, d'un peu de la rumba, tout ça. Mais en réalité, on est face à un art extrêmement complexe. Moi, je le pratique depuis de nombreuses décennies, je l'enseigne, et j'ai l'impression que plus j'en sais, moins j'en sais. Plus j'en sais, plus il me reste à savoir. C'est-à-dire que si à un moment donné vous voulez atteindre à une excellence et à véritablement maîtriser toutes les formes du flamenco, c'est très compliqué. Voilà. Tu l'as dit, chère Monique, très important, tradition orale. Comme la plupart des musiques du monde, le jazz s'y étant mis à l'écriture sur le tard. Les musiques dans le monde se véhiculent par une connaissance, une transmission orale. C'est le cas du flamenco. Dans les familles, qu'elles soient gitanes ou non, puisque le flamenco a été inventé et aujourd'hui encore est perpétué par les deux composantes de la société andalouse, les gitans et les non-gitans. Je prends pour exemple, parmi les artistes, le plus célèbre des guitaristes de flamenco, hélas décédé, Paco de Lucía, immense guitariste, non-gitan. Mais vous avez aussi Camarón de la Isla, le grand chanteur gitan lui-même, et ils ont formé un couple musical extraordinaire qui montre bien que le flamenco est justement nourri par ces différentes composantes. Donc transmission dans les familles, transmission dans les académies, de professeurs à élèves, mais on ne passe pas par la partition, ce qui effectivement va laisser aussi, quand on est capable de restituer le répertoire avec les difficultés qu'il suppose, une marge d'intervention, d'improvisation qui va créer de la diversité, de la surprise et qui est absolument délicieuse parce que les flamencos n'aiment pas la répétition et l'uniformité. Voilà. Je veux signaler qu'il me semble que c'est une des musiques populaires intéressantes aussi parce qu'elle est en mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certainement, s'est inventé quelques mélodies, quelques copla flamenca, quelques gestes de danseurs ou de danseuses, ou quelques falsettas, c'est-à-dire phrases instrumentales. Tous les jours, en Andalousie, le flamenco renaît et évolue. L'histoire filtre ses propositions et n'en retient que les meilleures. Et nous avons ainsi un répertoire extrêmement riche, intéressant et en perpétuel renouvellement. Il y a des jeunes artistes aujourd'hui, que ce soit le danseur Farruquito ou des chanteurs ou des guitaristes qui renouvellent sans cesse le répertoire et c'est pour ça que c'est magnifique. Alors, le duende, pour en venir à notre sujet qui nous occupe, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne sortirez pas d'ici en ayant appris à le reconnaître, ni même ce que c'est. C'est très compliqué.
si on avait une définition satisfaisante, on la connaîtrait. Moi, je la connaîtrais. J'ai lu à peu près tout ce qu'il y a à lire sur le sujet et j'ai fréquenté de grands artistes. C'est un sujet dont les flamencos parlent peu, en réalité, si ce n'est qu'ils le saluent avec ce olé, qui, très mystérieusement, et ça, je pense que, vu votre travail, ça va vous intéresser, ce olé qui vient certainement de Allah, c'est-à-dire qui célèbre une présence divine. Enfin, je dis probablement, hein, parce qu'on n'y était pas hein, quand ça s'est décidé. Moi, je n'y étais pas, en tout cas. Mais ce que je sais, et là j'y étais, c'est que dans des festivals de flamenco, qui sont l'endroit où vraiment on peut entendre des choses vraiment formidables en Andalousie, souvent les villes et les villages ont leur propre festival, eh bien vous pouvez avoir un auditoire par exemple de 1000 personnes, et quand tout d'un coup un chanteur va chanter Paul Seguiria, mystérieusement, à la même fraction de seconde, sans que les gens se soient évidemment concertés, on va entendre un olé qui va arriver à un moment de la mesure qui est extrêmement précis. Et donc il y a quelque chose d'initiatique en même temps, mais enfin c'est dans l'air. Et ça veut dire que le cantaor va communier avec un nombre, d'ailleurs ça peut être un petit nombre aussi, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir quand c'est un nombre important et qu'il touche dans cette espèce de sanctuaire collectif finalement, exactement au même instant, quoi. Ça m'a toujours frappé, ça. Ça veut dire que quelque chose se passe et que le cantaor est porteur d'une information qui peut être comprise immédiatement par le plus grand nombre. C'est peut-être ça, quelque chose comme ça, le duende. En tout cas, la seule personne qui en ait parlé avec des mots qui échappent à la raison, qui sont les mots des poètes, c'est García Lorca. Et dans cette fameuse conférence qu'il a écrite pour la donner successivement à Buenos Aires et Montevideo, comme tu l'as dit Monique, en 33-34. Et il n'explique pas. Mais j'ai choisi un petit extrait, si vous voulez bien, et après je vais arrêter, pour peut-être vous retrouver tout à l'heure avec un peu de musique, et éventuellement ensuite parler avec vous de ce que vous voudrez. Un petit extrait qui m'a semblé intéressant, parce qu'il décrit une scène à laquelle il a assisté, et où tout d'un coup, il y a eu l'apparition du duende. On peut parler de ça. J'ai vécu moi-même, comme je le disais, de nombreuses décennies avec les flamencos, ce qui m'a valu des moments épouvantables, mais aussi des moments sublimes. Notamment, je me rappelle une nuit dans un tablao flamenco de Madrid où je travaillais, et où, comme dans certains casinos, je ne sais pas si vous les fréquentez, il n'y a pas d'horloge ni de fenêtre, on ne sait plus quelle heure il est. Eh bien, c'était le tablao où les chanteurs de flamenco qui travaillaient dans les autres tablaos venaient se réunir après avoir travaillé, pour ceux qui n'avaient pas sommeil. Et donc, on se retrouvait dans une petite cave. On était beaucoup moins nombreux que vous ne l'êtes, c'est-à-dire peut-être une quinzaine de personnes averties. Et là, ça se mettait parfois à chanter. Il devait être vers les 5 heures du matin. Et notamment une nuit, je me rappelle qu'un chanteur que tu connais, Alberto, qui est Ramon el Portugués, a conclu une de ces soirées comme ça, inoubliables, par un cante por seguiria, donc un de ces piliers du cante rondo. Et après, tout le monde a dit, bon, maintenant on va se coucher, quoi. C'est fini, il n'y a plus rien à dire après ça, parce que justement, son duende était descendu et avait chanté par sa bouche, et après ça, il n'y a plus rien à dire. Tout semblerait futile. Alors, Lorca a assisté à ça. Je signale pour ceux qui ne le sauraient pas que le mot duende en espagnol, ça veut dire le lutin, le petit lutin. Ce petit lutin qui s'empare de vous et qui, à un moment donné, va finalement chanter un peu à votre place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un moment où l'artiste est un vecteur et en réalité, il va se débarrasser de tout ce que son conservatoire ou son apprentissage lui a donné pour déshabiller son champ de la beauté académique et n'en retenir que la moelle. Et à un moment donné, tant pis si c'est un peu faux, tant pis si c'est un peu rugueux, mais en tout cas,
le fondamental est là. Ce fondamental qui vous bouscule à l'intérieur et peut vous faire pleurer, en tout cas ressentir des émotions inexplicables. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a assisté à une soirée comme ça, qui demande la réunion de nombreux paramètres, et notamment une excellence du public. Vous savez que les Arabes d'Andalousie disaient « saber escuchar es un arte ». C'est bon pour vous, ça d'ailleurs. Savoir écouter est un art. Parce que vous serez d'accord. Voilà, donc le duende, pas facile à retenir. Dernière petite chose, dans le vocabulaire qui décrit le flamenco, on va trouver aussi une terminologie commune à la tauromachie. Tu l'as évoqué, ce sont les deux arts andalous marquants. On peut dire qu'un torero est capable de duende. Et comme un cantaor de flamenco, je dis cantaor parce que je pense que le chant et la danse sont plus évidemment propices à l'arrivée d'un duende que la guitare, qui finalement n'est qu'un instrument d'accompagnement du chant et de la danse. Mais enfin, certains guitaristes peuvent à un moment donné aussi toucher ce sanctuaire. Alors voilà, j'ai choisi un petit extrait d'un tout petit livre. Et Lorca, qui n'était pas un connaisseur de flamenco, hein, c'était pas un technicien, c'était quelqu'un qui ressentait très fort l'art de sa terre, mais il n'était ni un technicien de la tauromachie, ni un technicien du flamenco, bien qu'il ait cofondé avec Andrés Segovia notamment, Manuel de Falla, le premier concours de cante flamenco en 1922 à Granada. Voilà. Mais il a écrit des choses qui peut-être vous évoqueront le duende. Il dit: pour chercher le duende, il n'existe ni carte, ni ascèse. On sait seulement qu'il brûle le sang comme une pommade d'éclat de verre, qu'il épuise, qu'il rejette toute la douce géométrie apprise, qu'il brise les styles, qu'il appuie sur la douleur humaine qui n'a pas de consolation, qu'il entraîne Goya, maître dans l'utilisation des gris, des argents et des roses, de la meilleure peinture anglaise, à peindre avec ses genoux et avec ses poings dans d'horribles noirs de bitume, qu'il dénude l'abbé Cinto Verdaguer dans le froid des Pyrénées, qu'il conduit Jorge Manrique à attendre la mort dans la solitude d'Ocaña, qu'il habille d'un costume vert de saltimbanque le corps délicat de Rimbaud, ou donne des yeux de poisson mort au comte de Lautréamont dans le petit matin du boulevard. Les grands artistes du sud de l'Espagne, gitans, ou joueurs de flamenco, chanteurs, danseurs ou musiciens, savent qu'aucune émotion n'est possible sans l'arrivée du duende. Ils peuvent tromper les gens et donner l'impression de duende alors qu'il n'y en a pas. De même que tous les jours, on est trompé par des auteurs, des peintres ou des lanceurs de mode littéraire sans duende. Mais il suffit d'y regarder d'un peu plus près et ne pas se laisser aller à l'indifférence pour déjouer le piège et les faire fuir avec leur artifice grossier. Un jour, la chanteuse andalouse Pastora Pavón, Niña de los Peines, sombre génie hispanique d'une capacité de fantaisie équivalente à celle de Goya ou de Rafael El Gallo, chantait dans un petit cabaret de Cadix. Elle jouait de sa voix d'ombre, de sa voix d'étain en fusion, de sa voix couverte de mousse des bois, et elle l'emmêlait dans sa chevelure, ou elle la trempait dans du vin de manzanilla, ou elle la perdait dans les labyrinthes obscurs et très lointains. Mais rien ne se passait. Pas le moindre effet. Le public ne réagissait pas. Il y avait là Ignacio Speleta, beau comme une tortue romaine, à qui on a demandé une fois « Mais comment se fait-il que tu ne travailles pas ?» Et lui, avec un sourire digne d'Argantonios, avait répondu « Comment voulez-vous que je travaille? Je suis de Cadix. » Il y avait aussi Elvira la Caliente, putain aristocrate de Séville, descendante directe de Soledad Vargas, qui, en 30, n'avait pas voulu se marier avec un Rothschild parce qu'il n'était pas à la hauteur de son sang. Il y avait là les Floridas, que les gens croient bouchés, mais qui en réalité sont des prêtres millénaires qui continuent de sacrifier des taureaux à Gérion. Et dans un coin, il y avait l'imposant éleveur Don Pablo Murube avec son air de masque crétois. Pastora Pavón
avait fini de chanter au milieu du silence. Alors, un petit homme, seul, et plein de sarcasme, un de ces petits bonshommes qui sortent tout à coup en dansant des bouteilles d'eau-de-vie, a dit tout bas « Vive Paris !» Comme pour dire « Nous, on n'est pas là pour du savoir-faire, de la technique ou de l'habileté. Nous, on veut autre chose. » Alors la Niña de los Peines s'est levée comme une folle, pliée en deux comme une pleureuse médiévale, et elle a avalé d'un trait un grand verre d'anis de cafaya. Brûlant comme le feu, et là, elle s'est rassise pour chanter sans voix, sans souffle, sans nuance, la gorge en flammes, mais avec duende. Elle avait réussi à tuer tout l'échafaudage de la chanson pour laisser place à un duende furieux et dévastateur, ami des vents chargés de sable qui poussaient les gens de l'auditoire à déchirer leurs habits, presque selon le rite des Noirs antillais, de rite Lukumi, quand ils se les arrachent pelotonnés devant une statue de Sainte Barbe. La Niña de los Peines a dû se déchirer la voix parce qu'elle savait que les plus fins connaisseurs l'écoutaient. Ils ne voulaient pas de forme, mais la moelle des formes, de la musique pure qui réduit le corps à ce qu'il faut pour rester en suspens. Elle a dû appauvrir son savoir-faire et son assurance. Donc, elle a dû éloigner sa muse et demeurer sans défense pour que son duende vienne et qu'il daigne se battre à main nue. Et il faut voir comme elle a chanté. Sa voix ne jouait plus, sa voix était un flot de sang, digne par sa douleur et sa sincérité, de s'écarter comme une main à 10 doigts sur les pieds cloués, mais pleins de tourmente, d'un Christ de Juan de Juni. L'arrivée du duende implique toujours un changement radical sur toutes les formes. Sur des terrains anciens, il donne des impressions de fraîcheur totalement inédites et une qualité de création nouvelle, de miracle, qui parvient à produire un enthousiasme presque religieux. Dans toute la musique arabe, danse, chanson ou élégie, l'arrivée du duende est saluée d'énergique « Allah, Allah », mon Dieu, si proche du « olé, olé ». Des corridas que personne ne sait s'il s'agit de la même chose. Et dans tous les chants du sud de l'Espagne, l'apparition du duende est suivie de cris sincères « Viva Dios !» Dieu soit loué. Cris profonds, humains, tendres, cris d'une communication avec Dieu par le biais des 5 sens, grâce au duende qui agite la voix et le corps de la danseuse. Évasion réelle et poétique de ce monde, aussi pure que celle qu'avait réussi l'excellent poète du XVIIe siècle, Pedro Soto de Rojas, à travers 7 jardins, ou celle de Jean Climac par une tremblante échelle de larmes. Naturellement, quand cette évasion est réussie, tout le monde en ressent les effets. L'initié, en voyant de quelle façon le style vient à bout d'une manière pauvre, et l'ignorant, dans le je ne sais quoi d'une authentique émotion. Il y a des années, dans un concours de danse à Jerez de la Frontera, une vieille de 80 ans l'a emporté sur de belles femmes et des jeunes gens cambrés comme de l'eau, par le seul fait de lever un bras, relever la tête et taper du pied sur une petite estrade. Mais dans l'assemblée de muses et d'anges qu'il y avait là, beauté de forme et beauté de sourire, la victoire devait revenir, et elle est revenue à ce duende moribond qui laissait traîner par terre ses ailes au couteau rouillé. Tous les arts peuvent accueillir le duende, mais là où il se trouve le plus d'espace, bien naturellement, c'est dans la musique, dans la danse et dans la poésie déclamée, puisque ces 3 arts ont besoin d'un corps vivant pour les interpréter. Car ce sont des formes qui naissent et meurent de façon perpétuelle et dressent leur concours sur un présent exact. Souvent, le duende du musicien se transmet au duende de l'interprète. Et d'autres fois, quand le musicien ou le poète n'en sont pas, le duende de l'interprète. Et c'est là quelque chose d'intéressant, crée une nouvelle merveille qui a en apparence seulement la forme primitive. Citons le cas, je vais passer ça, pour aller à la fin de ce que j'ai choisi. Il dit « Tous les arts et tous les pays aussi peuvent accueillir le duende. L'ange et la muse, et de même que l'Allemagne reçoit, sauf exception, la muse, et l'Italie l'ange en permanence, l'Espagne a de tout temps été mue par le duende. En tant que pays de musique et de danse millénaire où le duende presse des citrons au petit matin, et comme pays de mort, comme pays ouvert à la mort. Dans tous les pays, la mort est une fin. Elle arrive et on baisse le rideau. Pas en Espagne. En Espagne, on
on le lève. Là-bas, beaucoup de gens vivent entre 4 murs jusqu'au jour où ils meurent. Alors, on les fait sortir au soleil. Un mort en Espagne est plus vivant comme mort que partout au monde. Son profil blesse comme le fil du rasoir. Merci à vous, Vicente Pradal, d'avoir pris la parole avant de nous faire entendre la musique, en sachant que vous allez la reprendre, la parole, après la musique. Et en vous écoutant, je me disais que finalement, c'est comme dans l'analyse où ce matin, il y a une phrase de Lorca, prise par Gorana, que j'ai complétée, comme lors d'une seconde séance, en complétant cette citation de Garcia Lorca. Et vous avez fait comme construction en analyse, hein, les analystes ont dit que les interprètes, ce ne sont pas des interprètes comme les musiciens, mais il y a une partie de notre travail qui s'appelle construction, c'est-à-dire de remplir, de refabriquer ce qui n'a pas été dit. Et grâce à votre intervention, on vient d'avoir l'intégralité de ce texte sur le duende, enfin presque, mais qui permet, j'allais dire, avec ces différents pointillés qui ont été donnés ce matin, d'en entendre l'intégralité. Donc, oui. Mais ce matin, on a eu des extraits d'extraits, les uns après les autres. Donc là, voilà, et tout le monde, je pense, va aller faire sa propre lecture de ce texte qui est absolument fondateur, puisque je ne sais pas si ce sont tous les chemins du duende, mais tous les chemins mènent au duende, si je vous entends bien. C'est-à-dire que c'est difficile. Le duende, en fait, il ne se convoque pas, vous savez. Le duende, c'est ça qu'il a une vie propre. On ne peut pas décider, ce soir je vais chanter avec du duende. Ça ne se passe pas comme ça. Et tant mieux, quelque part. Hein. Mais ce sont des situations exceptionnelles et extrêmement rares. Extrêmement rares. C'est-à-dire, cette présence-là, même s'il y a des grands moments de profondeur chez les interprètes qu'on peut entendre assidûment, ce qui a été mon cas, vous savez, les grands moments d'apparition de duende, je crois qu'on les compte sur le doigt d'une ou deux mains maximum dans une vie consacrée à ça, que ce soit dans Tauromachie. Mais après, ce qui est formidable, c'est que quand on a détecté ce qui pourrait caractériser ce duende, on est capable de le trouver chez Mozart, chez Miles Davis, chez Goya. Il n'appartient pas qu'au flamenco et à la tauromachie. Et donc, voilà. Je terminerai avec la phrase d'un des plus grands chanteurs de flamenco qui s'appelait Manuel Torre, qui s'appelait en fait Manuel Soto Loreto, mais comme il était grand, on l'appelait Torre, la tour. Un chanteur gitan de Jerez de la Frontera qui avait une phrase extraordinaire. Il disait: Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Tout ce qui a des sons noirs a du duende. Bien, je vais passer la parole maintenant à Tristan Garcia Fons, que j'ai présenté avant qu'il n'arrive tout à l'heure, et qui va intervenir sur le titre qu'il a choisi, Compás flamenco et tempo en psychanalyse. Je vous invite à aller voir un article qu'on trouve librement, j'allais dire, sur Cairn, C-A-I-R-N, un article que tu avais fait pour Insistance, et qui s'appelle « Une exploration du temple en tauromachie et dans le flamenco ». Donc pour ma part, et je voudrais là aussi remercier les collègues qui m'invitent aujourd'hui à Toulouse, parce que c'est une occasion pour moi de faire se rencontrer mes deux aficiones, hein, l'afición al flamenco et l'afición al psychoanalysis. La notion d'afición, d'ailleurs, n'est pas vraiment bien traduisible en français, parce que c'est à la fois la passion, l'amour, l'intérêt, la connaissance, tout ça en un seul mot, mais si c'est une connaissance, c'est une connaissance sensible et pratique. Voilà, donc là, ma démarche, en fait, c'est comme celle que je peux avoir habituellement lorsqu'il s'agit de création, d'expression artistique et culturelle par rapport à la psychanalyse, c'est voir comment l'art et son expression
comment ça vient questionner l'analyse ou qu'est-ce que ça peut ouvrir par rapport à notre pratique d'analyse, ou quelles questions ça peut révéler, ou quel écho ça peut produire. Et donc là, ce que je vous propose, au fond, je vais vous parler de chemin, de chemin, de mouvement, de rythme. Donc en faisant référence au chant flamenco, dont j'ai une pratique depuis plusieurs années. Et donc je vous invite sur ce modèle du chemin flamenco à envisager la cure analytique aussi comme un chemin. Donc ce sur quoi je porte l'attention, c'est le chemin que déroule un sujet, le sujet pris dans son chemin, à la fois acteur et effet de son parcours, dans un chemin qui est ponctué d'étapes, qui traverse des lieux, qui articule corps et lettres, sujet et objet. Et enfin, ce chemin est rythmique. Et je vais insister sur cette dimension du rythme à partir aussi d'un concept tout à fait central dans le flamenco qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, sauf si j'ai mal entendu, qui est ce qu'on appelle en espagnol le compás. Le compás, ça vient d'ailleurs du latin, avec le pas. Donc le compás, c'est le rythme propre au chemin du flamenco, à sa locomotion porteuse d'émotion, de commotion, à son ancrage dans le sol, le battement du pied qui trouve appui sur le sol. D'ailleurs, pied et appui, c'est la même racine, d'ailleurs. Donc ce rythme propre au flamenco, c'est une affaire de corps, de sensation, de battement entre tension et relâchement. Ce rythme, le compás, cette mesure complexe et subtile, ne s'écrit pas. Il s'acquiert, mais il ne s'enseigne pas. C'est un peu la même chose que ce qu'on appelle le groove en jazz. Le compás n'est pas métronomique. Il ne suffit pas d'écrire avec des notes sur une portée le rythme et de reproduire. Alors, lorsqu'on pratique le flamenco, que ce soit en chant en premier lieu, mais les guitaristes et les danseurs et les danseuses, on est dans le compás ou on n'y est pas. Tous les aficionados al flamenco le sentent, le perçoivent immédiatement, mais d'une certaine façon aussi, si ce qui se passe vous touche, c'est que ce compás vous touche, en réalité. Donc le compás joue avec le moment juste, pas avant, pas après, avec les questions des entrées et des sorties, avec les tempos. Il introduit souvent de l'écart, mais souvent très infime. Il est ponctué par les débuts et les arrêts, ce qu'on appelle en chant flamenco, mais aussi bien en corrida, dont il a été question beaucoup aujourd'hui, ce qu'on appelle le remate, à savoir l'arrêt en un point d'acmé, sans clôture, sans point final, comme une scansion qui laisse toujours de l'ouvert. Donc ce rythme, ça suppose la recherche de la juste mesure, du bon tempo, mais c'est aussi la recherche d'un accord. Cette dimension de la juste mesure et de l'accord dans le bon tempo rejoint une autre notion à la fois du flamenco et en corrida qui s'appelle le temple. Et donc, ce dont à propos desquels j'ai parlé et j'ai écrit là, puisque Claire Gillet a bien voulu citer cet article. Cette notion de temple qui n'a rien à voir avec le temple en français, renvoie au fond, elle est elle aussi assez difficile à traduire, donc moi je propose plutôt de la traduire par accordage ou mise en résonance. Donc dans le flamenco en particulier, alors en corrida c'est toute la question de s'accorder à la charge
de l'animal, mais toujours aussi dans l'idée de l'apaiser, d'introduire au fond un certain ralentissement, en tout cas une sensation de ralentissement, même si dans la réalité horlogère, il n'y a pas véritablement de ralentissement. C'est-à-dire il y a une idée de tempérer. Et le mot de template est utilisé aussi pour quand on réalise une arme, hein, quand on la, je sais plus le terme là, quand on la met dans l'eau, hein, une fois qu'elle a été chauffée à blanc. Donc il y a l'idée de tempérer quelque chose. Donc, mais en flamenco, le temple, c'est utilisé à la fois pour parler, bien sûr, de l'accord, par exemple, du chanteur avec le guitariste, de l'accord de la guitare elle-même. On peut dire templa, la guitare. Mais c'est aussi la préparation et l'introduction au chant lui-même, hein, qui passe par une dimension du temple, c'est-à-dire s'accorder avec sa propre voix intérieure. Hein. Alors ça passe d'ailleurs par ce qui est assez classique quand on chante, c'est-à-dire d'abord un murmure, là plus pour se situer par exemple par rapport à la guitare, mais aussi déjà préparer quelque chose de son chant, puis le fameux aïe, hein, le querillo, hein, qui est déjà l'entrée dans le chant, bien que ça soit encore une préparation au chant lui-même. Tout ça participe de se templer soi-même, au fond, accorder son chant à soi-même. Donc, accorder son chant avec sa mélodie et son rythme interne et secret, recherche du ton et du rythme juste, accordage avec l'autre, maintien tempéré de l'intensité, attention au moment de début et de ponctuation finale. Telles sont en fait les coordonnées qui se révèlent dans l'exigence à la fois du compas et de l'expérience du temple, et qui sont susceptibles de produire un événement d'ouverture. Et donc je fais juste une parenthèse là sur le duende, puisqu'il en a été beaucoup question. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Vicente Pradal, qui est bien évidemment très connaisseur. Effectivement, les duendes, c'est des moments, c'est de l'ordre de l'événement, et comme il l'a dit, c'est extrêmement rare. Hein. Donc, c'est pas le duende tout le temps, comme ça, ou convoqué, comme il l'a dit, effectivement. C'est de l'ordre d'un événement d'ouverture. Alors, d'ailleurs, cette expérience d'ouverture, d'entrée en résonance, quand s'instaure l'accord, ça n'est pas sans faire écho à l'accord particulier qui peut s'actualiser et se jouer dans l'expérience transférentielle en analyse, dans des moments de cure analytique. J'ai indiqué que le compas est un ressenti. J'ajoute que ces impulsions, ces accentuations sont aussi une sublimation de la pulsion. Ça a déjà été évoqué précédemment, jouant entre donc tension et détente, entre régularité et rupture ou écart, entre accentuation et relâchement, entre répétition et créativité, au service de la vie. Ce compas, il véhicule une transmission qui aide à vivre, à s'avancer dans la vie, à cheminer pour se situer dans la réalité, dans le réel. Il constitue en quelque sorte un comment vivre, et c'est dans ce sens d'ailleurs que le flamenco est une façon de vivre, une manière d'être. Le flamenco, c'est pas juste chanter ou être partager même une fête ou donner un spectacle, c'est une manière d'être. L'autre aspect que je voudrais aussi évoquer,
c'est que le rythme et la phrase mélodique sont indissociables et se nouent étroitement à la parole, à la copla, le couplet, ou comme on dit aussi souvent en espagnol, parmi les flamencos, à la letra, à la lettre. Les gitans d'Andalousie ont intégré la tradition poétique locale et notamment, au départ, les poèmes de caractère narratif qu'on a appelés romances, qui ont été transmises oralement et formées par de longues séries de versets octosyllabiques. Ces romans, si vous voulez, étaient l'équivalent des chansons de geste des troubadours du Moyen-Âge. Ces récits ont circulé de bouche à oreille, se déformant jusqu'à obtenir une infinité de versions selon les régions et les époques. Et à force d'être chantés par les gitans lorsqu'ils sont arrivés en Espagne et en Andalousie, les gitans leur ont appliqué le système du chant mélismatique qui provient en grande partie de leur origine, en particulier de l'origine qui provient de l'Inde, du Rajasthan, qu'ils ont quitté au XVe siècle. Et donc, dans ces modes de chant, à chaque syllabe s'applique un nombre plus ou moins important de notes. De ce fait, le mot peut se trouver désarticulé en syllabes qui s'allongent, qui peuvent se déployer, mais toujours à l'intérieur du rythme, et en particulier dans le compas, quoi. Et donc, ce faisant, ces longs poèmes, les gitans vont progressivement, au cours de l'histoire, les raccourcir et les faire sonner rythmiquement jusqu'à les ramener à l'essentiel, et on pourrait dire à leur plus grande nudité. À mesure donc que naît et se développe le flamenco, pour situer donc à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, principalement au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on passe donc des longues romances d'avant le flamenco à ce qu'on va appeler les tonas, beaucoup plus courtes, réduites à quelques vers, qui sont d'abord des chants sans guitare et sans compas, puis au premier chant à compas, puis au développement de différents types de chants. Bon, ça a été évoqué largement par Vicente Pradal, les palos, les nombreux palos qui sont à compas ou non. Et ainsi, donc, on avance sur le chemin à un autre pas, avec un autre type d'accord et de rythme. Et donc, la letra va constituer un condensé d'expériences, cherchant à transmettre la vérité d'une expérience vécue dans sa profondeur, dans ce qu'elle a d'essentiel. Elle passe par une narration resserrée, condensée, épurée de façon poétique, comme un haïku, et prend aussi valeur de témoignage. Le texte, étroitement articulé dans le rythme, dans ce rythme ancré dans le sol, cherche à cerner une vérité. Il vise la justesse, la profondeur et la simplicité. Et ainsi, le long récit d'une histoire d'amour pourra être réduit, par exemple, à 3 simples vers. Par exemple, tu as oublié l'époque où tu descendais m'ouvrir pieds nus, et maintenant, tu ne me connais plus. Bon, là, j'ai choisi quelque chose où il y avait un pied, d'ailleurs. Alors, je vais me risquer à chanter un peu. Je suis content parce que Vicente Pradal n'est plus là, ni Alberto Garcia. Histoire d'être cohérent avec une démarche flamenca, et puis parce que le professeur avec qui je travaille le chant maintenant depuis plusieurs années, Bastian de Jerez, qui est vraiment quelqu'un qui est dans une tradition gitane, d'un des endroits les plus natifs du flamenco. Lui, il me dit, si tu vas parler du flamenco, même devant des psychanalystes, il faut que tu chantes. Donc, là, ce que je vais chanter, en premier lieu, c'est justement une tona, donc, et en particulier une qui nous a été transmise, qui était chantée par un
un gitan de Jerez qui s'appelait Tío Luis de la Juliana, donc à la fin du XVIIIe siècle. C'est le premier en fait chanteur flamenco dont l'existence est attestée historiquement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais en fait c'est le premier dont on a des traces. Et donc c'est un des premiers chants répertoriés. Et donc la tona, ça a été évoqué tout à l'heure, comme ça s'apparente au premier type de chants qui sont comme Vicente Pradal a parlé des martinettes, qui sont des chants aussi de la forge, rythmés juste par le bruit du marteau sur l'enclume. C'est à peu près le même type de chants en fait, qui sont des chants très originels des gitans. Alors celui-là, il dit je suis comme un bon vieillard qui est là sur le chemin. Je ne cherche d'histoire à personne, que personne ne m'en cherche non plus. Tío Luis de la Juliana, son travail, c'était d'aller d'une fontaine qui est à l'extérieur de Jerez, d'aller chercher de l'eau et de l'amener en ville et de repartir, etc. C'était un porteur d'eau. Donc il faisait ce chemin de plusieurs kilomètres entre l'extérieur de Jerez et le centre de Jerez. Ay, yo soy como aquel buen viejo. Yo soy como aquel viejo que está puesto en el camino. Yo no me meto con nadie. Ay, que nadie se meta conmigo. Un autre exemple, non, c'est bon. À la fin. Un autre exemple de copla, celle-là, je ne vais pas la chanter, ce serait mieux si j'avais un accompagnement, mais je vais vous la lire par rapport à ce que peuvent véhiculer les lettres. Là donc, il s'agit d'un autre type de chant. Vicente Pradal a cité ce type de chant dans ce qu'il a appelé les cantes grandes. Donc là, c'est apparenté au chant des mines, etc. La région de Murcia, d'Almería, Cartagena. Et donc là, c'est une cartagenera. Je le chante parce que c'est là d'où venait mon grand-père. Donc c'est une letra qui dit, qui raconte la chose suivante. Des coquins en charrette, un lundi au matin, ont volé les pommes des pauvres muletiers qui venaient de Totane. Donc ce chant, c'est sans doute un événement qui s'est produit peut-être début 19e siècle, est transmis. On pourrait dire que c'est le chant d'une histoire traumatique qui est transmis comme moment d'histoire, qui dit quelque chose, dans un contexte sans doute à l'époque où il y avait une très grande misère, les gens crevaient la dalle, et donc où il s'est passé cet événement. Voilà. Et donc c'est ça qui est transmis dans ce chant-là. C'est un chant qui n'est pas à compas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rythme non plus du tout. Dans ce qu'on appelle le cante jondo, ça a été évoqué, là va se révéler une exigence de profondeur, d'enracinement dans l'histoire vécue et transmise, qui convoque le tragique de l'existence, en même temps, là aussi, que le chant fait ouverture
instaure un moment de vie. Donc c'est vie et mort. Enfin, ça a déjà été évoqué aujourd'hui. Alors en particulier, donc, par exemple, ça a été, on a parlé de la Solea et de la Siria, qui sont deux chants profonds à compas. Hein. Donc juste pour que vous vous rendiez compte, je vais vous chanter une strophe de Solea. Alors, ça serait mieux d'avoir là aussi de l'accompagnement. Je vais essayer d'abord de faire le rythme, pour que vous ayez une idée. Donc, c'est des rythmes. Une grande partie des chants flamencos sont des rythmes qui mêlent le 3 temps et le 2 temps. Donc, dans des structures à 12 temps, mais qui peuvent varier dans leur agencement. La strophe là, que je vais chanter de Solea, elle dit la chose suivante. Je fus une pierre et je perdis mon centre et l'on me jeta à la mer. Et au bout d'un temps très long, j'ai réussi à retrouver mon centre. Je vais vous faire le Querrio avant quand même. Ay, tiri, tiri, ay, ay, Fui piedra y perdí mi centro y me arrojaron al mar. Fui piedra y perdí mi centro y me tiraron al mar. Y al cabo de tanto tiempo, ay, mi centro ven a encontrar. Al cabo de tanto tiempo, ay, mi centro ven a encontrar. Alors, qu'est-ce que ces références au flamenco pourraient nous enseigner ou nous dire si l'on envisage la cure donc comme un chemin avec ses différents moments, avec ses mouvements, ses rythmes, avec sa mesure et avec ses accords. 5 minutes. Oui, donc il s'agit là d'envisager la cure en fait comme un chemin, donc avec ces différentes périodes et ces différents tempos, ces pensées, donc aussi bien au temps des premiers pas, au temps du nouage du transfert, au temps d'arrêt, mais c'est aussi en particulier les moments de mouvement et de changement dans la cure, les moments singuliers où va surgir, par exemple, une trace ancienne, par exemple, ou bien lorsqu'une parole de l'analyste fait mouche, déclenche une émotion ou un silence, et où l'on ressent comme une vibration partagée. Enfin, ça recoupe ce dont parlait Gérard ce matin à propos de survenue d'Einfall. On est donc amené, quand on pense avec ces coordonnées-là, on est conduit à articuler donc la répétition, acte, transfert, changement et tempo. Et à penser notamment que ces différents moments correspondent aussi à différents modes de transfert et donc à différents régimes d'accords. C'est là où je mettrai en relation le template dont j'ai parlé et le transfert. C'est-à-dire,
je risque cette analogie du transfert comme template. Si on pense au maniement du transfert, aux interventions de l'analyste, à l'interprétation en particulier, un des principaux aspects réside dans sa survenue au moment juste, c'est-à-dire en concordance avec le temps et la rythmicité du patient et avec la temporalité de la cure elle-même. On pourrait dire d'une certaine façon que le psychanalyste est amené à templer son patient, c'est-à-dire à vivre avec lui une expérience d'accordage qui instaure un autre espace-temps. Alors, d'un côté, on s'accorde au rythme de l'autre et on influe sur ce rythme, on prend la mesure de l'autre, puis on intervient. Donc, il y a une dimension de rythme partagé et synchrone qui peut faire penser à ce que... Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme d'accordage qui renvoie aussi à ce que Daniel Stern a pu théoriser autour de la relation mère-nourrisson, autour de l'accordage affectif, où chaque modification chez l'un entraîne une réorganisation des deux. Alors, quelque chose donc se joue en acte sur la scène du transfert et fixe le tempo du processus. Il y a quelque chose de l'ordre de la répétition en acte plutôt que le souvenir dans le transfert. Et l'analyste s'accorde à ce tempo, mais en même temps va le modifier. C'est un peu la même chose qu'en tauromachie aussi. S'accorder à la charge de l'animal, mais ensuite peser dessus, essayer d'infléchir cet accord et ce rythme. Alors, cependant, l'acte n'est pas seulement du côté de la répétition, et l'acte en particulier au sens de l'acte analytique, et aussi ce qui va marquer en profondeur et éventuellement d'ailleurs donner un indice de certitude. Soudain, un acte d'ailleurs donne le sentiment brise le doute. Une parole inattendue de l'analysant ou de l'analyste, par exemple, et on va éprouver à ce moment-là un sentiment de certitude ou de justesse, quelquefois tout de suite, mais quelquefois dans l'après-coup. Donc il y a à la fois répétition, si on pense au rythme, une répétition qui est ancrée dans une temporalité primitive, mais il y a aussi ce qui va s'introduire, qui va survenir comme différence, comme écart, qui est lié d'ailleurs à une dimension de créativité dans l'analyse et qui va permettre une nouvelle écriture et éventuellement une modification du rapport à l'objet. Donc un acte survient, comme la phrase percutante d'un chant qui vous atteint, et un changement de tempo se produit. Ça se répète et ça se transforme de la même façon que nous pouvons percevoir avec le chant flamenco comme chemin, avec sa fonction aussi de transmission et de témoignage. Donc des moments comme ça, vous pouvez en repérer par exemple à l'occasion d'un rêve charnière, par exemple, qui va signer quelque chose de nouveau, qui peut relancer aussi, ou bien dans des moments de sortie, par exemple, de la répétition de situations traumatiques. Je fais une parenthèse d'ailleurs sur le livre qui est paru récemment de Philippe Rey-Faber, comme de rien, je crois c'est le titre. Bon, il parle beaucoup d'une clinique du traumatisme, mais justement, et à un moment donné, il parle de concertation rythmique, ce qui serait encore une autre manière de définir le template, quoi. Je vais conclure. Voilà, donc ce qui est perceptible également au cours d'une cure, c'est le rythme dans la prosodie même du patient, sa petite musique, son battement particulier, qui peut se modifier au cours du travail. Si vous y prêtez attention, on n'y prête pas toujours attention, mais au fond, suivant les périodes au long d'une cure, quelque chose change, peut changer en tout cas de cette mélodie et de son rythme. Alors, bien sûr, un rythme qui est ancré dans sa racine pulsionnelle, puisque le rythme, justement, ça pulse, quoi, mais qui résulte aussi de la sublimation d'un matériau pulsionnel
qui va se transformer, être modelé, qui va être partagé et transmis. Et donc qui va se nouer dans le transfert à la lettre. Donc ce qu'ont en commun, je dirais, je vais bientôt conclure, les expériences que nous évoquons, que ce soit dans le flamenco ou d'ailleurs dans certaines créations artistiques, mais aussi donc dans certains aspects de la cure psychanalytique, se situent du côté de cette expérience qui produit, à mon sens, du dévoilement. Le voile se lève sur une vie nue, sur une ouverture au monde et au changement, à la vie, ce qui implique d'ailleurs aussi une vie exposée à la perte et à la mort. C'est le langage mis à nu dans son ancrage corporel, dans sa matérialité même, le langage dans sa dimension énigmatique qui tient à la cause du désir. Comment la jouissance a rencontré la langue s'est incarnée dans les sons et les rythmes de la langue, dans les traces inscrites comme lettres, dans cette langue privée personnelle originaire, cette lettra mélodique et rythmée qui nous touche au plus profond. Merci à toi Tristan, et excuse-nous de t'avoir du coup joué sur ton temps aussi, hein, en te faisant accélérer. Et il y a le tempo qui peut être donné par la police à tout moment, voilà, qui va nous mettre au pas au lieu d'être une autre version du pas. Donc je ne vais pas être longue pour te remercier parce qu'il faudrait que aussi Marc Lantier puisse prendre le temps d'un commentaire pour conclure aussi ce temps d'échange. Merci. Je remercie les intervenants pour leurs exposés sur un sujet qui ne m'était pas au départ très familier. Beaucoup de questions donc, peuvent venir à propos de vos interventions. Je commencerai pour ouvrir cette discussion sur ce qui m'a semblé être au cœur de vos travaux. Je veux parler de la sublimation en lien avec la chose. Le duende est-il représentable et peut-il s'apparenter à la chose? Une autre question m'est venue, peut-on parler de ce que Lacan appelle la jouissance autre? Alors, à propos de la chose, j'aimerais dire, très brièvement, la lecture de jeux et théorie du duende peut faire penser par certains aspects à la chose. Pour étayer cette hypothèse, je m'appuierai sur le séminaire de Solange Faladé. La sublimation, le vide de la chose et le narcissisme. Alors, il faut partir du schéma que donne Lacan dans le désir et son interprétation. Le cri insignifiant de l'enfant qui vient de naître et qui choit dans le monde. Ce cri, il le fait entendre peu après avoir quitté le vide de l'utérus de la mère. Le monde qui l'entoure en fera ce qu'il peut. Il fait bientôt entendre un autre cri qui sera signifiant, celui-là. C'est la parole qui s'adresse à l'autre. Le sujet est alors aux prises avec un autre vide que Lacan nomme la chose en référence au texte de Freud, l'esquisse pour une psychologie scientifique. Ce vide qui se met en place avant tout refoulement a à voir avec la jouissance. Jouissance interdite dans la névrose. Il est à signaler que Freud utilise deux mots, Sache et Ding. La chose d'Asding, ce vide, est en fait le réel, l'impossible. Lacan en parle dans l'éthique. Il y a une forme de la chose, mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu, c'est-à-dire le vide de la chose. Ce vide n'est pas dans une chaîne signifiante. Il n'y a pas de représentation pour le réel et pour le vide de la chose. Le travail du sujet va être de faire habiter ce vide par l'image du corps, qui n'est pas le corps. À partir de cette image, le sujet va faire avec la jouissance interdite. Donc c'est à partir de cette image que le sujet va créer. La sublimation, c'est savoir ce qu'on fait de cette jouissance qui est dans cette zone interdite. Il faut que celui ou celle qui regarde puisse mettre en place ce qu'il en est du fantasme, avec ce qui est l'image du corps, une image du corps habillé, est amené le fantasme qui a à voir avec l'imaginaire.
Pour illustrer ce propos, il est possible de prendre comme exemple l'amour courtois tel que Lacan en parle dans l'Éthique. La barrière est mise, il n'est pas possible d'en jouir. Lorsque les dames sont portées à la dignité de la chose, selon l'expression de Lacan, la sublimation, c'est comment faire dans cette zone interdite, et ce qui fait que du leurre puisse exister. La dimension du tragique et du beau que l'on peut trouver dans le duende, Lacan le reprend dans l'Éthique à propos d'Antigone. L'image qui va rendre supportable le vide a à voir avec l'art, ce qui permet que le fantasme puisse se développer. La sublimation est ce qui permet de jouir de la chose en maintenant une barrière. La sublimation se fait autour du narcissisme. L'image est mise au cœur de la chose. Voilà. Cuando yo canto por Taranta y el corazón a mí me ríe, pero llora mi garganta. Si acaso la necesito, agua me nieguen los mares. Y si acaso la necesito, y el cielo me desampare y caiga a la plaga de todo. Ay, sobre mí, si te olvidaré,
a San Antonio y a la derecha te inclina, verás en el primer camarín y a la pastora divina, y que vivo o retrato Alors, oui, ce que vous appelez le tempo, c'est tout ce qui touche au rythme dans le flamenco, on appelle ça un compas. Un compas. C'est à la fois la mesure, un compas, et le rythme en général. Chaque palo, chaque style que vous avez entendu, comme tout à l'heure la petenera, la solea, la tarante, on vient de voir qu'il n'y en avait pas, justement, que c'était une exception, a son compas. D'accord. Généralement, ce sont des mesures de 12 temps, mais ça peut être aussi des 4 temps, ce qui va être le cas du style qu'on va jouer maintenant. Et chacun est porté, par exemple, nous, les 4 temps, on les marque comme ça. Et voilà. Ça, c'est les palmas qu'on appelle claras, qui servent à accompagner notamment la danse, pour être assez sonore, ça peut être plus fort que ça, ou sordas. On a 2 sons. Un qui est plutôt intimiste, qui permet de ne pas couvrir et de battre la mesure sans prendre trop d'importance, et l'autre qui est plus puissant. Après le reste, cher monsieur, c'est plus compliqué. Ya le escuchalo temblé, ya le escuchalo temblé, y a mi María le dio el sino, ya le escuchalo prima.
encuentro clave te hallo, ahí te pondría. Yo a ti te pondría un puente que pa' que pasara de tu casita a la mía, un puentecito que pa' que pasara de tu casita a la mía. Y en el cristal de mi copa tu cara se reflejó. Y en el cristal de mi copa tu cara se reflejó. Y aquel poco de licor que yo me llevé a la boca de veneno me sirvió. Mientes como el mío, mientes como yo. Burracana, burracana, que 20 reales me costaste. Burracana, burracana, que 20 reales me costaste, que la primera carga